Aparté, l'émission littéraire sur RMJ, avec Claude Perronnet. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission en aparté. Méli-Mélo se composera de 3 parties. Une séquence en parler de la basse marche avec Pierre Otef et Michel Dupeux. Ce sera ensuite une rencontre avec le romancier Joël Nivard. Il vient de publier un nouveau roman, N'oublie pas de nous dire adieu. Vous pourrez écouter l'entretien qu'il a accordé à Maïté Dugès. Ce sera enfin un nouveau numéro de 20 minutes pour la poésie et la chanson que je vais consacrer à Francis Carco. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ, avec Claude Perronnet. Voici donc nos patoiseries de la basse marche avec Michel Dupeux. Le tracteur, un caire. Vous vous souvenez de ce qu'il vous est raconté la dernière veille, de la Marie et d'O Fernand qui avaient vendu l'ouret 2 bœufs par acheter un tracteur, mais que voulait pas acheter un tracteur usat. Finalement, ou en trouvèrent un comme ils voulions. Le représentant qui repasse à l'ouvert Chailly, l'ouravi trouva un d'occasion en bon état, pas trop cher, et puis où l'ouravi promis d'y mettre le plein d'essence gratuitement en cadeau. Et qu'elle se refuse pas. Et donc, un jour, le garagiste d'Arna y amène que fameux tracteur en petaradant si fort que tout le monde dans le village y savait. Ah, dame, ouer brave que tracteur, bien astica, tout brillant comme la ostension d'odorat. Et puis d'Harry, où tirève la brabande au Farnant, que le garagiste y avait arrangé par qu'elle peuche s'accrocha d'Harry par la bourra. Qu'er pas tout co. Qu'est que le Fernand, ou savait pas trop y faire marcher à quelle machine d'au job. Ou avait même jamais fait marcher une engin de même, que ressemblait au lambic que viennent tout loin dans le village par distiller le citre par faire la goutte, ou à la locomobile que viennent par la batteuse, que fumève comme la chaudière d'Ogoré, et puis tout co en même temps faisant un caire ben mais de bru. Alors, faut que le garagiste y faguesse une bonne leçon partout y apprendre. Elle démarra, elle copa, avança, recula, passe à la vitesse, point mort, marche avant, marche arrière, tourna à gauche, à droite, s'arrêta sans que le moteur ou cope, pas mettre l'oudé dans la courroie de ventilateur quand que tourne, et tout. Que se brouillait ben un peu dans la tête au Fernand, et que durait be au moins 1 heure ou 2. Mais à force, à la fin d'enfin, le Fernand fuguait quand même capable de rentrer à son engin dans la grange par leur misa, avant de n'a payer le garagiste et beurre un bon verre de goutte par Ousako et se remettre de son embrouille de la tête. 2 ou 3 jours après, quand le Fernand fuguait un peu défatigué de la tête, Quavi torna un peu autour du tracteur de tout le couta dans la grange, monta dessus, parapouilla sur la pédale et tourna le volant, ou se sentait un peu mais d'assurance avec quelle mécanique, ou le démarrer, que marcha au premier coup, ou le copé, que marcha que co avec. Alors, ou se décider à essayer par de bon, ou sortait l'engin de la grange en arrière, ou accrocher le brabant d'Harry, et puis ou disait à la Marie, oh, faut labourer le champ de la grange d'Auboué. Il va essayer à Diana avec que tracteur. Ne verrant peu qu'au kfa, faut be y essayer un coup maintenant que nous l'avons. Et le véquique s'en va en petaradant. Ou traverse le bourg, ben fier sur son engin, avec tout le monde que le guettait vent d'Harry la croisade par vers que nouveau tracteur avec son nouveau chauffeur, un carinco. Ou arrive à son champ de la grange d'Auboué, ou entre dedans, et où s'aligne, Koumoupo en long sur le couta par commencer à labourer. Ou cope le tracteur par descendre règle à sa brabant, ou remonte dessus et ou redémarre le moteur. Et puis, ou commence à avancer. Tout doux, pet. Dame, fallait viner prudemment. Et puis, petit à petit, vaille que vaille, qu'elle n'est pas trop mal finalement, qu'est sûr qu'elle première rege est pas trop drette. Mais le soc mordait bien et la mode virait pas trop mal, où le faisait en guettant d'Harry de temps en temps par-dessus son épaule. Le Fernand commençait à être content de lui et à prendre un peu d'assurance. Et puis, véqui d'un coup, qu'on se rend compte en levant le nez qu'on arrivait au bout d'au champ, et que la palisse s'approchait ben mais vite qu'on vicré. Yannev fallait retourner par se rentourner dans l'autre sens. Ah, qu'erdo nouveau! Ou avis pas d'idée comment qu'il fallait faire la manœuvre.
Et que Véki Knut Fernand se mettit à perdre un peu la tête et a pu savoir trop quoi faire. De désespoir, ou appuyève sur les pédales, ou secoudev les manettes, ou pigouignève de tout le couta, et Vicky que sa vieille habitude d'y revenant, et qu'on se mettait à gueuler comme avec sous doube. Oh, oh là, oh, palisse, arrête-te, oh là, oh. Mais que sacré tracteur qu'on ne sait pas quel chansou, et où voguait pas s'arrêta avant d'entrer dans la palisse et de cala contre un pitchatani. Et nous de Fernand s'en retournait chalut, la tête basse, et finalement, Fouguet que son voisin Marcel vanguait avec sa paire de bœufs par y tira le tracteur de la palisse. Et puis, évidemment, tout le pays y sauguait bien vite. Parce que, il vous y avait pas dit en commençant, mais Coquille, qui est une vraie histoire, qu'arrivait un bravoum d'au pays dans la natte d'après-guerre. Véki comment que le moderniste commença à arriver à Paris, le progrès, qui disait avant. Et puis à ne savoir pas bien faire mieux avec les sacrés ordinateurs. Peu d'en y dire, fa coquille, fa cola, arrête, oh là, oh, ou n'en fa jamais qu'à sa tête. Vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté la dernière fois de Marie et Fernand qui avaient vendu leurs 2 bœufs pour acheter un tracteur, mais qui ne voulaient pas acheter un tracteur Ouza. Finalement, ils en trouvèrent un comme ils voulaient. Le représentant qui était passé les voir chez eux leur en avait trouvé un d'occasion en bon état, pas trop cher, et puis il leur avait promis de leur mettre gratuitement le plein d'essence en cadeau, et ça ne se refuse pas. Et donc un jour, le garagiste d'Arnac leur ramena ce fameux tracteur en pétaradant si fort que tout le monde dans le village était averti. Ah dame, il était beau ce tracteur, bien astiqué, tout brillant, comme les ostensions du Dora. Et puis derrière, il dirait la Brabant de Fernand que le garagiste avait adapté pour qu'elle puisse s'accrocher à l'arrière pour labourer. C'était pas tout ça, c'est que Fernand ne savait pas trop le faire marcher. Il n'avait même jamais fait marcher un engin pareil. Ça ressemblait à l'alambic qui vient tous les ans au village pour distiller le cidre, pour faire la goutte, ou la locomobile qui vient pour la batteuse. Ça fumait comme la chaudière pour préparer la pâtée des cochons. Et puis tout ça à la fois en faisant encore bien plus de bruit. Alors il fallut que le garagiste lui fasse une bonne leçon pour tout lui apprendre, à le démarrer, à l'arrêter, à avancer, à reculer, à passer les vitesses, point mort, marche avant, marche arrière, tourner à gauche, à droite, s'arrêter sans que le moteur cale, ne pas mettre les doigts dans la courroie du ventilateur quand il tourne, et tout. Tout ça se brouillait bien un peu dans la tête de Fernand, et ça a bien duré au moins 1 heure ou 2. Et à force, à la fin des fins, Fernand fut quand même capable de rentrer son engin dans la grange pour le remiser avant de payer le garagiste et de boire un bon verre de goutte pour arroser ça et se remettre de son mal de tête. 2 ou 3 jours plus tard, quand Fernand se fut un peu remis les idées en place, quand il eut tourné un peu de tous les côtés autour du tracteur dans la grange, après être monté dessus pour appuyer sur les pédales et tourner le volant, il se sentit un peu plus d'assurance face à cette mécanique. Il le démarra, ça réussit au premier coup. Il l'arrêta, ça fonctionna encore au premier coup. Alors il se décida à essayer pour de bon. Il sortit l'engin de la grange en marche arrière, il accrocha la Brabant derrière, puis il dit à Marie « Il faut qu'on laboure le champ de la grange du bois. Je vais essayer d'y aller avec le tracteur. On verra bien si ça marchera. Et il faut bien essayer une première fois, maintenant que nous l'avons. » Et le voilà qui s'en va en pétaradant. Il traverse le bourg bien fier sur son engin, pendant que tous les gens le regardent derrière les fenêtres pour voir à nouveau ce nouveau tracteur et son nouveau conducteur. Il arrive à son champ de la grange du bois, entre dedans, s'aligne tant bien que mal en long sur le côté pour commencer à labourer. Il arrête le tracteur pour descendre régler sa Brabant. Il remonte dessus et démarre à nouveau le moteur. Et puis, il commence à avancer, tout doux, pot. Dame, il fallait y aller prudemment. Et puis, petit à petit, vaille que vaille, ça n'allait pas trop mal, finalement. Alors bien sûr, cette première enrayure n'était pas très droite, mais le soc mordait bien, et les mottes ne se renversaient pas trop mal.
Il le voyait en regardant derrière de temps en temps par-dessus son épaule. Fernand commençait à être content de lui et à prendre un peu d'assurance. Et puis voilà tout à coup qu'il se rend compte en levant les yeux qu'il arrivait au bout du champ, que le buisson s'approchait bien plus vite qu'il l'avait cru. Et il allait falloir tourner pour repartir en sens inverse. Ah, ça, c'était nouveau. Et il n'avait aucune idée de la manière dont il fallait faire cette manœuvre. Et cette fois, voici que notre Fernand se mit à perdre un peu la tête et ne plus trop savoir quoi faire. De désespoir, il appuyait sur ses pédales, il secouait ses manettes, il tiraillait de tous les côtés, et voilà que ses vieux réflexes lui revenaient et qu'il se mettait à crier comme avec ses deux bœufs. « Oh, oh là, oh, oh, Buisson, Buisson, arrête-toi, oh là, oh, oh !» Mais ce sacré tracteur ne connaissait pas ce refrain-là, et il ne voulut pas s'arrêter avant d'entrer dans le buisson et de caler contre un pied de châtaignier. Et notre Fernand s'en retourna chez lui la tête basse, et finalement il fallut que son voisin Marcel vienne avec sa paire de bœufs pour lui tirer le tracteur hors du buisson. Et puis évidemment, tout le village le suit bien vite, parce que, je ne vous l'ai pas dit dès le début, mais il s'agit d'une histoire vraie qui est arrivée à un brave homme du pays dans les années d'après-guerre. C'est ainsi que le modernisme a commencé à arriver par ici, le progrès, comme on disait. Et puis, de nos jours, on ne sait guère faire mieux avec ces sacrés ordinateurs. On peut bien leur dire « fais ceci, fais cela, arrête-toi, oh là oh !» Ils n'en font jamais qu'à leur tête. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Sur nos ondes de RMJ, nous avons déjà reçu Joël Nivard, d'abord à propos de son roman Little Bighorn qui se déroulait au Dora et dans la région du Dora, puis de son autre roman Sensible. Joël Nivard vient de publier un nouveau roman policier, N'oublie pas de nous dire adieu. Voici l'entretien qu'il a accordé à Maïté Dugès. En aparté, avec Maïté Dugès, l'émission littéraire sur RMJ. Bonjour à tous, vous êtes sur les ondes de RMJ et aujourd'hui dans le cadre de notre émission Méli-Mélo, nous sommes en compagnie de Joël Nivard afin d'échanger autour de son dernier roman N'oublie pas de nous dire adieu, qui est paru au mois de mars 2018 chez La Geste Édition dans la collection Le Geste Noir. Bonjour Joël Nivard. Bonjour. Pour la technique, la prise de son, le montage, Christophe Gourcerol est là. Bonjour Christophe. Bonjour à vous deux. Joël Nivard, si vous voulez bien, je vais faire un rapide résumé du début de votre roman. Je ne veux pas tout dévoiler. Puis nous parlerons ensemble de ce que j'en ai pensé, de ce que vous avez voulu y mettre. Alors avec N'oublie pas de nous dire adieu, vous terminez la trilogie que vous avez consacrée au commissaire Varlot. Tout d'abord dans Solo pour une nocturne, puis Sensible, en 2 mots, chez le même éditeur. Alors venons-en au pitch, comme on dit au cinéma. À quelques mois de la retraite, le commissaire Varlot est dans une phase très pessimiste, autant dans son travail que dans sa vie personnelle. Et en fait, il a peur de vieillir. Il ne sait pas retenir Maude, sa compagne épisodique, avec laquelle il a une relation compliquée. Toutefois, sur le plan professionnel et afin de partir en beauté, comme dit le boss, il va devoir résoudre une dernière enquête. Alors, cette enquête, en fait, va mêler deux événements. Tout d'abord, l'agression d'une caissière dans un supermarché et la grave blessure du vigile. Bon, les voleurs se sont enfuis avec toute la caisse. Et peu après, une tuerie a lieu dans la propriété du Haut-Malabre, gentilhommière, où se réunissent des notables de Limoges pour ce que vous appelez des parties fines. La police va découvrir 11 cadavres nus exécutés à la Kalachnikov. Et 2 femmes sont hospitalisées aux soins intensifs du CHU, en espérant qu'elles puissent se réveiller et dire ce qui s'est réellement passé. Bon, le mobile ici, au Malabre, semble crapuleux, et pourtant les tueurs ont laissé derrière eux des liasses de billets, des bijoux dérobés sur les victimes. Que s'est-il passé ? En parallèle également, le lecteur donc va suivre le parcours de plusieurs personnages très typés. Nous avons Joe,
que l'on pourrait résumer à sa façon de vivre, c'est-à-dire Stetson, Label 5, le groupe de rock Les Chaussettes Noires, un 4x4, des Gitanes, un ancien chanteur du groupe Rock and Loser. Ce n'est pas anodin, Loser. Non. Bob, nous suivons également, 70 ans, ancien truand et qui est atteint d'une grave maladie. Puis deux jeunes qui semblent complètement paumés, persuadés que le monde leur appartient quand ils ont un flingue dans les mains. Alors tous ces personnages vont naviguer dans une ambiance sombre, assez poisseuse, les vieux rock'n'roll, l'alcool, la nuit. Et là je vais proposer pour un petit souffle une pause musicale avec Léo Ferré, La Nuit. C'est ma frangine en noir, celle que j'appelle bonsoir. C'est un gars qui a son bien dans le bistrot du coin. La nuit, c'est le bourgeois qui se profile sous l'œil des filles de ville, qui croit que c'est arrivé et qui paie pour monter. La nuit, c'est cette dame qui s'en va donner sa langue au chat et mêle à ses dentelles la tendresse des gamelles. La nuit, c'est un amour qui meurt aussitôt qu'il se fait. C'est 1000 ans de bonheur dans un baiser vite fait. C'est cette môme qui a perdu la seule fleur qu'elle avait et qu'attend dans la rue des fois qu'on la retrouverait. La nuit, la nuit. En aparté, avec Maïté Dugès, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ, nous sommes en compagnie de Joël Nivard, à l'occasion de la sortie de son dernier roman, N'oublie pas de nous dire adieu, chez La Geste. Alors Joël Nivard, après le résumé que je viens de faire, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, apporter quelques précisions ? Non, je crois que vous avez bien résumé l'ambiance générale. Hein, ce personnage de flic donc Varlot, qui souhaite qu'une chose, c'est partir à la retraite, et puis qui va être obligé avec les états d'âme qui vont avec. Hein, la retraite, c'est jamais facile. Et puis, comme vous avez dit, avec le rapport compliqué qu'il a avec sa compagne, et il va donc être mêlé à cette ultime affaire. Ultime affaire qui est terrible quand même, hein. C'est noir. Oui, non, mais bien sûr, mais j'ai jamais, mes univers sont toujours des univers assez sombres, avec des personnages qui ont, disons, beaucoup de mal à vivre, et avec, ils sont un peu perdus, ils sont un peu esquintés, et il faut quand même qu'ils avancent. Vous-même, vous adorez écrire ce genre de texte. Ah oui, moi j'ai pas de... Oui, bien sûr. Hein, mais je pense que j'ai un univers qui est assez sombre. Hein, donc j'aime beaucoup la littérature sombre. Mes références sont toujours plus ou moins des auteurs qui sont de cette trempe-là. J'aime ce cinéma-là aussi, puisque donc le cinéma a beaucoup d'influence sur ce que j'écris. Donc oui, c'est effectivement plutôt mon goût profond. Et en parallèle, est-ce que vous avez voulu quand même dénoncer aussi certains faits sociaux ? Est-ce que c'est une dérive de la société ? Est-ce que vous avez... Oui, moi j'ai pas de... Je pense que le polar, c'est un des prétextes pour raconter la société et voire la dénoncer, parce que je pense que toute littérature doit avoir un engagement. Alors je dis par engagement au sens large, mais on ne peut pas se contenter que de raconter que la vie est belle et les petits oiseaux. Je discute pas que ça existe, mais bon, c'est pas moi ma façon de voir l'écriture. Vous aimez écrire les polars noirs parce que ça correspond à ce que vous voyez autour de vous, quoi. C'est le reflet exactement de la société. Je crois que je sais plus quel auteur avait dit, si de toute façon demain il ne restait plus aucun livre et qu'il y ait la fin du monde, si on voulait avoir un regard sur la société, il faudrait prendre des romans policiers. Alors dans votre livre également, nous voyageons beaucoup dans Limoges. Bon, vous connaissez très très bien Limoges, ça on le sent. Le lecteur voyage grâce à vos personnages depuis la gare à la place de la Motte, en passant par les Halles, pour redescendre vers la place de l'Arrêt. Et
pour chacun des lieux, vous nous offrez des descriptions très visuelles, très précises, des sortes de photos, des films. Vous parliez de cinéma tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça, on le voit bien quand on connaît. Et en revanche, qu'en est-il de la gentilhommière du Haut-Malabre ? C'est un lieu où les bourgeois s'encanaillent et qui empestent l'argent, mais est-ce qu'elle vient de votre imagination ? Oui, ça vient il suffit ça vient bien sûr de mon imagination, parce que ça n'existe pas, mais il suffit de sortir un peu de la ville de Limoges, d'encaper les chemins un peu vicinaux, et on voit de très très belles demeures qui sont au fond des parcs. Et voilà, j'ai imaginé que dans un lieu comme celui-ci, pouvait se passer des choses, disons, un peu perverses. Non mais tout à fait, parce que tous vos personnages, ces notables donc qui sont bien en vue dans la ville, sont en fait, ont une deuxième vie qui est quand même qui est un peu plus qui est un peu plus perverse, mais là aussi je n'invente pas grand-chose. Nous avons en politique eu quelques ministres qui se sont, semble-t-il, égarés dans des... Voilà, donc je transpose des choses. Tout à fait, mais ça a été comme ça de tout temps aussi. De tout temps, bien sûr, oui. non, tout à fait. Tout à fait, il n'y a pas de... Je calque pas sur la réalité, mais je m'en inspire beaucoup, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, je souhaiterais revenir sur la construction elle-même du roman et sur l'écriture. Alors, des choses qui m'ont surprise, c'est que les chapitres sont très courts, ça nous permet d'aller vite, ça nous permet d'enchaîner les événements, mais vous ne dites pas tout de suite le nom du personnage dont il est question. Alors, il y a seul à chaque fois un petit indice, une certaine chaussure, une cigarette, qui vont permettre au lecteur de suivre et de comprendre le récit. Alors j'imagine qu'il s'agit là d'une volonté de votre part. Pouvez-vous nous dire ce que ça apporte pour vous au récit ? Je sais pas ce que ça apporte à moi. Moi, j'aime bien cette ambiguïté où le lecteur, quand il commence un chapitre, il sait pas trop de qui il s'agit. De qui il s'agit. Voilà. Oui. Après, je donne les indices qui sont les indices de sa personnalité. Vous faites allusion au premier personnage, à Joe, qui est un personnage. C'est un marginal. Il vit dans une caravane. On sent qu'il a un passé lourd. Voilà. Donc chaque fois que je l'aborde, je préfère l'aborder avec un peu de ses manies, plutôt que de dire Joe fait ceci ou Joe fait cela. Oui. Ça c'est un procédé littéraire, mais j'ai toujours beaucoup de mal avec l'écriture linéaire. D'accord. Moi, je suis toujours plutôt dans une écriture de rupture. On le sent d'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, mais on le sent d'ailleurs à vos phrases qui sont hyper courtes parfois, un mot, deux mots, c'est très saccadé, voire rompu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein ? Tout à fait. Et je vais citer un auteur. C'est un auteur qui disait: moi, je suis plus de la syncope que de la syntaxe. D'accord. C'est Richard Bohringer qui avait dit ça. Voilà. Et moi, c'est vrai que je préfère que la phrase swing, la phrase, si elle est courte, c'est parce que elle est dans un rythme, plutôt que une littérature beaucoup plus linéaire, beaucoup plus où moi je m'ennuie un peu. On a une impression de marche, on a une impression de saccade, d'avancée. Et certaines fois, moi, en tant que lectrice, au tout début, j'ai été un petit peu surprise. Bon, après, il faut s'y faire. Il faut pénétrer dans votre univers, dans votre écriture, dans vos personnages. Par contre, en alternance, vous avez des moments d'une très très grande poésie. Je vais me permettre de vous citer. À la page 269, vous nous dites, c'est le début d'un chapitre. La nuit n'a pas encore fini d'en découdre avec le jour, mais au fond, derrière les hauts arbres du parc, sous la couverture opaque des nuages, une pâle lueur blêmit, là où point la plaie ouverte de l'horizon. Fin de la citation. C'est magnifique, et là vous nous faites pas du saccadé. C'est très beau, c'est mon procédé de style. Moi, j'aime bien alterner la littérature, parce que voilà, je voudrais pas avoir trop de prétention, mais moi, quand j'écris, j'essaie de faire de la littérature.
Oui, mais on le sent bien. Donc je ne me complais pas à raconter qu'une histoire, c'est comment on la raconte, et donc j'ai ces moments-là, ces fulgurances là qui font partie de mon univers. J'ai besoin d'avoir la rapidité de l'image pour l'image donc cinématographique, et d'avoir en contrepartie ces moments où voilà, je me laisse aller à la beauté des choses. Et est-ce que ça ressemble à de l'apaisement? Est-ce que c'est un moment d'apaisement ou... Parce que même si cette poésie, quand même, on y retrouve les mots en découdre, c'est pas anodin. On y découvre blêmir, plaie. Oui, mais on reste dans un univers polar. Hein. C'est un univers. Oui, tout à fait. Donc c'est l'univers du polar. On peut faire je crois qu'on peut faire de la poésie avec tout déjà. Après, c'est le talent des uns et des autres qui fait la différence. Mais on peut parfaitement, même dans des univers très très noirs, avoir des images très poétiques. Ce qui, enfin moi en tant que lectrice, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça nous apaise aussi. Ça apaise le lecteur. Nous allons faire une petite pause musicale et nous allons écouter Les Chaussettes Noires, Oublie-moi. Oublie-moi, je ne suis pas un garçon fait pour toi. Et si jamais ton cœur s'attache à moi, tu souffriras. Oh, oublie-moi, pour un baiser que nous avons cueilli. Je n'ai pas le droit de gâcher ta vie. C'est une folie. Moi, tu le sais, je m'en vais au hasard. Je ne connais que des rêves d'un soir. Le lendemain, sans savoir où je vais, je reprends ma liberté. Oublie-moi, je ne veux pas devoir pleurer demain pour un amour qui ne te promet rien que du chagrin. Oublie-moi, je t'ai blessé en te parlant ainsi. Pourtant un jour tu me diras mais oui, un grand merci. Ne me dis pas que ton cœur est brisé. Sache, je te pleure et tu viens m'embrasser. Je ne veux pas qu'un beau jour toi tu souffres pour moi. Ouais, oublie-moi. Je ne veux pas qu'un beau jour toi tu souffres pour moi. Ouais, oublie-moi. En aparté, avec Maïté Dugès, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes toujours sur les ondes de RMJ, nous sommes en compagnie de Joël Nivard et nous parlons autour de son dernier livre, publié à la Geste, N'oublie pas de nous dire adieu. Et pour ne pas faillir à la tradition, Christophe a une question à vous poser. Joël Nivard, Varlot est proche de la retraite, c'est un peu l'heure des bilans de cette société qu'il vit. Parce qu'il les mérite d'un certain côté et les rêves c'est pour la jeunesse, c'est un peu ça le bilan de sa vie. Oui, c'est un peu tout ce qu'on n'a pas pu faire, ce à quoi on est passé à côté. Oui, il en est à ce moment-là. Il traverse cette histoire d'amour. Il sait pas trop ce qu'il va en faire. Non, il fait un bilan de sa carrière. Je crois qu'il dit t'as tout donné à ton métier et rassure-toi, il te rendra rien. Ce qui est quand même un bilan très. Mais c'est un peu le bilan de la vie en général. Mais la noirceur du livre, il est très noir, ce bouquin. Il a l'image de l'état psychologique de Varlot. Oui, non, et je pense que il sait pas du tout où il en est, et il a effectivement une vision de l'avenir qui est très très sombre. Donc oui, c'est peut-être même le livre le plus noir que j'ai écrit. Mais oui, cet univers est terrible, quoi. Est terrible. Tout à fait. Oui, c'est terrible, très noir, et Varlot, on pourrait imaginer qu'il est, je ne sais pas, mais la retraite, enfin, ça dépend pour qui, mais ça peut ne pas être une rupture, ça peut être, ça peut être une continuité, quelque chose qui vers faire des choses qu'on a envie de faire autres. Mais lui, on voit pas. Oui, mais lui, il a jamais vécu autrement que par son métier. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait d'autre que son métier de flic. Et moi, alors dans un autre domaine, j'ai connu souvent des gens qui s'étaient très très investis dans leur métier et qui d'un seul coup, quand ils n'ont plus ce métier-là, ils savent plus quoi faire. Tout à fait. Voilà. Alors il se trouve que moi, le personnage étant dans un univers violent, bon, il aura une tendance
pessimiste de voir les choses, quoi. Ouais. Et du coup, n'oublie pas de nous dire adieu. C'est un livre d'ambiance, hein. C'est une atmosphère. C'est vraiment la nuit. C'est la nuit, c'est la ville, c'est la violence. Oui, c'est complètement c'est pour moi ce qu'on appelle vraiment le roman noir. C'est dans tout ce que ça comporte. Il y a tous les thèmes du roman noir et avec assez peu d'issues. Mais pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, si c'est le roman le plus noir de vos écritures, est-ce que vous êtes arrivé au sommet de votre noirceur ou on peut encore aller plus loin? Non, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait, je pense pas qu'il y ait des sommets ou pas. Il se trouve que l'histoire se prêtait à ce que j'aborde ça d'une façon sombre. Mais non, il n'y a pas de. Je sais pas. Je reviendrai peut-être à des choses beaucoup plus légères, Mais voilà, faudrait. Enfin, je pense j'espère qu'il y a aussi du plaisir à lire ce livre. On n'est pas simplement sous une chape de plomb très terrible, quoi. Ah non, mais comme je disais tout à l'heure, dans l'écriture, vous avez su doser, certes, par le rythme, par les actions, la violence, et de l'autre côté, la poésie. Moi, je pense que la poésie équilibre. Alors, mon seul regret, évidemment, c'est son histoire d'amour complètement ratée avec Maud. Voilà. Mais qui donne lieu quand même à une très belle scène. Ah ben c'est magnifique. La très belle scène Et oui, qui va donner le titre du livre aussi. Voilà. Enfin, on ne dit pas tout. Tout à fait. Non, mais c'est elle qui lui dit. C'est elle qui lui dit, n'oublie pas de nous dire adieu. C'est beau ça. Ouais. Je trouve aussi. Mais... Oui, tout à fait. Alors, vous parliez tout à l'heure de projets, on va parler de futur. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de ce que vous faites, de ce que vous allez sortir? Oui, j'ai terminé un nouveau roman, donc qui j'espère sortira, parce que j'essaye de rester sur un rythme à peu près de un par an. Donc celui-là est sorti en mars. Oui. J'espère que l'autre sortira en mars, qui n'est donc pas un Varlot, qui est un roman aussi, un roman noir, mais alors je ne sais pas s'il sera plus ou moins noir, mais ça sera un polar aussi. D'accord. Voilà, et puis nous avons, je ne sais pas si on vous en avait parlé, enfin si Franck Linol vous en a parlé, mais on a un projet un peu commun, l'un et l'autre, de faire vivre nos 2 flics. Tout à fait, oui. Voilà. Il nous en a parlé à la dernière émission avec... voilà, ça reste un projet qu'on a de ces 2 flics qui sont, alors effectivement... tellement opposés, oui. Voilà, donc ça serait intéressant de faire une rencontre entre les 2. Mais bon, ces 2 écritures, ces 2 choses, c'est ça. Mais c'est un beau projet et ça fait envie, quoi. C'est un bel exercice de croiser 2 écritures. Oui. Il faut bien s'entendre aussi. Oui, mais c'est le cas, donc. C'est le cas avec Franck, on s'entend parfaitement bien. Et si on a eu cette idée-là. Qui n'est pas qu'une idée d'éditeur. C'est ça, voilà. Oui, ça vient de vous, quoi. Oui, tout à fait. Il y a un moment quand on voulait faire quelque chose en commun avec 2 personnages très opposés, voilà. Oui, c'est vrai que. Donc, oui. Montel et Varlot, oui, ce ne sont pas les mêmes. Et alors, parlez-nous du théâtre aussi, parce que... Oui, du théâtre... Vous avez une actualité théâtrale. Voilà, qui est finie maintenant, mais oui, on a une pièce qui s'appelait Polar, donc avec la collaboration de Christophe, qui a été forcément très très bien accueilli. Tout le monde lui dit, mais bien, qui c'est ce journaliste qui intervient. Donc ça s'est très très bien passé. Moi je faisais plutôt des polars, je faisais plutôt du théâtre, comme des pièces comme les chroniques du trolley qui se passaient à Limoges, qui étaient plutôt légères et plutôt comiques. Et là donc c'est une pièce c'est une pièce policière, alors qui est beaucoup moins sombre que peut l'être le livre, mais voilà, qui est sur une enquête et très cinématographique aussi. On a essayé de faire une ambiance très 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 cinéma et ça a été très très bien accueilli. D'accord. Et vous l'aviez représenté donc on l'a représenté au mois de mars. C'est ça. Voilà, au mois de mars, une semaine à Noriac. Après on a joué à Aix et nous avons des projets pour
autochtone, mais je saurais pas vous dire. Voilà. Mais elle sera reprise de toute façon. Parce que moi j'ai quelques questions d'auditeurs qui nous disent mais quand va-t-il sortir de Limoges et venir vers un peu comme ça dans la campagne, qu'on puisse profiter de cette pièce. Oui, mais ça sera avec plaisir. Hein, mais après, parce que bon, nous on est une structure amateur, donc. Mais bon, c'est compliqué pour des municipalités de faire venir. Faut trouver une association. Voilà. Même si nous n'avons pas de cachet déraisonnable. Hein, c'est juste courir les frais. Après avoir écrit le polar, après l'avoir fait parcourir comme ça des pages et des pages, le voir sur scène à travers des personnages, c'est jouissif, perturbant, c'est perturbant parce que moi j'écris le texte mais une fois que le texte est écrit, je le redonne donc au metteur en scène et je n'interviens pas du tout et je vois après le travail quand il est fini. Ce qui fait que ce qui est perturbant, c'est que des scènes que moi j'avais vues avec imaginé. Voilà, oui, et d'un seul coup. Et alors c'est tout l'intérêt aussi d'avoir un metteur en scène, c'est-à-dire qu'il va s'approprier le texte, parce que bon, sinon c'est moi j'écris, je fais la mise en scène et je fais tout. Donc c'est pas le cas. Mais pour revenir à la question initiale, c'est un peu perturbant parfois. Et ça, on rebondit sur Franck Linol qui nous parlait de son personnage repris en bande dessinée. Lui aussi, ça le perturbait un peu de voir le personnage comme ça sous-trait. Bien sûr, oui, tout à fait. Non, c'est. Et c'est le problème aussi du lecteur qui s'imagine. Lui, quand on lit un livre, évidemment, on se fait nos propres images. Et après, quand on le voit ou au théâtre ou au cinéma, ça peut être terrible, la déception. Ou le côté agréable. Alors moi, si j'ai commencé par bien aimer un livre, en général, je vais pas voir le film. Moi non plus. Alors, des fois, j'ai vu les films avant, ça m'a donné envie de lire le livre. Voilà, dans le sens inverse. Voilà. Mais si j'ai bien aimé un livre, je vais pas le voir au cinéma. On a peur d'être trompé dans les images. Oui, tout à fait. Bien, mais je crois que l'émission arrive à son terme. Grand merci Joël Nivard d'être venu dans nos studios de RMJ. C'est toujours avec plaisir. Merci. Merci Christophe pour la mise en onde. Merci. À bientôt à tous nos auditeurs et surtout n'oubliez pas que Joël Nivard a sorti un dernier livre à la Geste, collection Le Geste Noir. N'oublie pas de nous dire adieu. Alors nous allons nous quitter en écoutant Otis Redding, Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we've seen. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Now, darling, whenever I'm in trouble, darling, won't you stand? I need just a little heaven here right now. And darling, won't you stand by me? If the sky you look upon should tumble and fall of the mountain may crumble to the sea. I won't cry. No, I won't shed no tears. Just as long as you stand by me. No. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. 20 minutes en chanson et en poésie. Avec l'émission de Claude Perronnet, on découvre ou redécouvre les poètes et leurs textes en lecture et en musique sur votre radio. Qu'as-tu fait des jours enfuis de ta jeunesse et de toi-même, de tes mains pleines de poèmes qui tremblaient au bout de ta nuit? Ce poème de Louis Aragon, mis en musique par Jean Ferrat sous le titre Carco, introduit notre émission d'aujourd'hui. Le mois dernier, j'avais consacré notre émission 20 minutes pour la poésie
et la chanson à Pierre Macorlan. Ce mois, je vais vous parler d'un proche de Macorlan, Francis Carco. Alors peut-être avez-vous retenu quelques images ou quelques lieux de la chanson, Montmartre, Mortefontaine, Nice, et surtout Tes mains pleines de poèmes, écrit Aragon. Francis Carco, comme le souligne Louis Aragon, est un authentique poète, mais comme il a lui aussi, comme Macorlan, composé des chansons, l'intelligentsia l'a un peu méprisé. Et pourtant, comme Macorlan, il fut lui aussi romancier, poète, dramaturge, scénariste, grand prix du roman de l'Académie française et même académicien Goncourt, élu en octobre 1937. Il définit lui-même son œuvre comme un romantisme plaintif où l'exotisme se mêle au merveilleux avec une nuance d'humour et de désenchantement. Dans ses livres, on trouvera des rues obscures, des bars, des ports retentissant des appels des sirènes, des navires en partance, des feux dans la nuit. Un critique, Jean-Jacques Bedu, écrit à propos de Carco: il bâtit le pavé longeant les murs suintant la misère, suivant le ballet des prostituées violentées par des marlous au cœur de pierre. Il fut l'écrivain des fumeries d'opium, des bordels à travestis et des bars d'éphémères. Dans les bals d'Apache de la rue de la Lappe, il trempa sa plume en dansant la java. Il poussa sa goualante dans les cabarets et passa des nuits dans les bastringues de la Bastoche, en compagnie de costauds aux larges épaules, faisant chalouper, au son de l'accordéon, de jeunes ouvrières. On trouvera donc, dans ses romans, des mauvais garçons, des prostituées, mais aussi des prisonniers et des Kanaks, témoins des premières années de sa vie, puisqu'il est né en Nouvelle-Calédonie, où son père est inspecteur des domaines de l'État et où il restera jusqu'à l'âge de 5 ans. Au gré des mutations de son père, on le retrouvera à Châtillon-sur-Seine, à Villefranche-de-Rouergue, à Rodez ou à Agen. Mais son père violent le bat, et Francis Carco, de son vrai nom François Carcopino Tussoli, va s'installer à Paris en janvier 1910. Il va alors fréquenter Montmartre et le fameux cabaret Le Lapin Agile. Il rencontre Pierre Macorlan, Roland d'Orgelès. Il lui arrive alors de pousser très souvent et avec succès la goualante. D'ailleurs, écoutez bien, voici une preuve de ses talents de chanteur. 20 minutes en chanson et en poésie avec Claude Perronnet. Le doux caboulot fleurit sous les branches et tous les dimanches plein de populos. La servante est brune, que de gens heureux, chacun sa chacune, l'une et l'enfant, deux amoureux, épris du culte d'eux-mêmes, assure que l'on s'aime et que l'on est gris. Nous venons d'écouter Le Doux Caboulot, un des textes les plus connus de Francis Carco, extrait de son recueil de 1912, La Bohème et mon cœur. Ce texte sera mis en musique en 1931 par Jacques Larmançat. Il y a un petit air Yves Montand dans la voix, mais c'est bien Francis Carco qui chante lui-même, comme il le fit souvent, par exemple, au cabaret du Lapin Agile. Précisons que pendant cette période de l'installation à Paris, Francis Carco deviendra également l'ami de Guillaume Apollinaire, de Max Jacob, du Trio ou de Modigliani. Il devient aussi critique littéraire dans des revues comme L'Homme Libre ou le Gil Blas. Mais vite, il rejoint Nice, où sa grand-mère lui offre le gîte et le couvert qui lui manquent beaucoup à Paris. En 1914, il publie au Mercure de France, Jésus Lacaille, l'histoire d'un proxénète homosexuel dont il a écrit la plus grande partie de l'histoire lors de son exil refuge chez sa grand-mère. Il sera ensuite mobilisé en novembre 1914, il est blessé et démobilisé en 1916. Il se lie d'amitié avec Colette et va énormément publier. Citons simplement L'Homme traqué, Rue Pigalle, Maman Petit Doigt, Nostalgie de Paris, mais aussi de nombreux reportages sur le milieu.
C'est ainsi qu'il invente le mot. Le milieu, dès lors, désigne le crime organisé. Il écrit aussi des biographies de François Villon, de Verlaine, à ce propos indiquant que certains de ses contemporains l'avaient baptisé le Verlaine de la rue. Biographie de Maurice Utrillo ou de Gérard de Nerval. Indiquons que la vie sentimentale de Francis Carco fut particulièrement riche et que nous pourrions consacrer une émission entière à ses liaisons amoureuses. Il écrit encore des pièces de théâtre et des poèmes qui, pour certains, deviendront des chansons. Comme ce texte, l'orgue des amoureux que nous chante ici Édith Piaf en 1949. Carco, atteint par la maladie de Parkinson, décédera, lui, en mai 1958. Un vieil orgue de barbarie est venu jouer l'autre jour sous ma fenêtre dans la cour une ancienne chanson d'amour où pour que rien ne varie, amour y met avec toujours. En écoutant cette romance qui me rappelait le passé, je crus que j'en avais assez. Mais comme hélas, tout recommence, tout hélas a recommencé, tout hélas a recommencé. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma vie et mon âme ravie. Malgré ton air moqueur, reprenons tous en cœur, c'est à toi pour la vie. 20 minutes en chanson et en poésie avec Claude Perronnet. Je reviens un instant sur la vie sentimentale de Francis Carco. En 1932, il se rend à Alexandrie pour donner une conférence. Là, il rencontre Éliane Négrin, qui est l'épouse du richissime prince du coton égyptien. C'est le coup de foudre. Éliane Négrin quitte son richissime époux pour Francis Carco, qui lui divorce. Le poème dont je veux vous parler maintenant est dédié à Éliane et a pour titre « Il pleut ». Il pleut, c'est merveilleux. Je t'aime. Nous resterons à la maison. Rien ne nous plaît plus que nous-mêmes par ce temps d'arrière-saison. Il pleut, les taxis vont et viennent. On voit rouler les autobus et les remorqueurs sur la Seine font un bruit qu'on ne s'entend plus. C'est merveilleux. Il pleut. J'écoute la pluie dont le crépitement heurte la vitre goutte à goutte. Et tu me souris tendrement. Je t'aime. Oh, ce bruit d'eau qui pleure, qui sanglote comme un adieu. Tu vas me quitter tout à l'heure. On dirait qu'il pleut dans tes yeux. Ce poème a quelques accents verléniens. Il pleure dans mon cœur comme il pleure sur la ville. Rappelons-nous, on avait baptisé Francis Carco le Verlaine de la rue. Vous l'avez entendu, la pluie, d'abord complice, qui isole les amoureux, va peu à peu devenir ennemi. Le monde extérieur vient ainsi parasiter le bonheur et il conduit à la rupture. Je vais vous proposer 3 versions de ce poème. D'abord sur une musique de Henri-Jacques Dupuis, une interprétation de Monique Morelli, qui sera précédée de celle de Valérie Ambroise. Il pleut, c'est merveilleux, je t'aime. Nous resterons à la maison, rien ne nous plaît plus que nous-mêmes, par ce temps d'arrière-saison. Il pleut, les taxis vont et viennent, on voit rouler les autobus et les remorqueurs sur la Seine font un bruit qu'on ne s'entend plus. C'est merveilleux, il pleut, j'écoute la pluie dans le crépitement heurte la vitre goutte à goutte et tu me souris tendrement. Je t'aime. Oh, ce bruit d'eau qui pleure,
qui sanglote comme un adieu. Tu vas me quitter tout à l'heure. On dirait qu'il pleut dans tes yeux. 20 minutes en chanson et en poésie avec Claude Perronnet. Il pleut, c'est merveilleux, je t'aime, nous resterons à la maison. Rien ne nous plaît plus que nous-mêmes par ce temps d'arrière-saison. Il pleut, les taxis vont et viennent, on voit rouler les autobus et les remorqueurs sur la Seine font un bruit qu'on ne s'entend plus. C'est merveilleux, il pleut, j'écoute la pluie dont le crépitement heurte la vitre goutte à goutte, et tu me souris tendrement. Je t'aime, oh ce bruit d'eau qui pleure, qui sanglote comme un adieu. Tu vas me quitter tout à l'heure, on dirait qu'il pleut dans tes yeux. Et voici pour terminer une autre version tout en finesse du poème de Francis Carco que nous devons cette fois à Julos Bocard. Il pleut, c'est merveilleux, je t'aime. Nous resterons à la maison. Rien ne nous plaît plus que nous-mêmes en ce temps d'arrière-saison. Il pleut, les taxis vont et viennent, on voit rouler les autobus et les remorqueurs sur la Seine font un bruit qu'on ne s'entend plus. Il pleut, c'est merveilleux, j'écoute la pluie dont le crépitement heurte la vitre goutte à goutte, et tu me souris tendrement. Je t'aime, oh ce bruit d'eau qui pleure, qui sanglote comme un adieu. Tu vas me quitter tout à l'heure, on dirait qu'il pleut dans tes yeux. Il pleut, c'est merveilleux, je t'aime. Nous resterons à la maison, rien ne nous plaît plus que nous-mêmes en ce temps d'arrière-saison. Il pleut, les taxis vont et viennent, on voit rouler les autobus et les remorqueurs sur la Seine font un bruit qu'on ne s'entend plus. Il pleut, c'est merveilleux, j'écoute la pluie dont le crépitement heurte la vitre goutte à goutte, et tu me souris tendrement. Je t'aime, oh ce bruit d'eau qui pleure, qui sanglote comme un adieu. Tu vas me quitter tout à l'heure, on dirait qu'il pleut dans tes yeux. Il pleut. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de notre émission 20 minutes pour la poésie et la chanson que j'ai consacré aujourd'hui à Francis Carco. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Christophe Bourserolles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de 20 minutes pour la poésie et la chanson que je consacrerai au poème de Louis Aragon, L'étrangère. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous. 20 minutes en chanson et en poésie. Avec l'émission de Claude Perronnet, on découvre ou redécouvre les poètes et leurs textes en lecture et en musique sur votre radio. En aparté,
l'émission littéraire sur RMJ, avec Claude Perronnet. En aparté, avec Maïté Dugès, l'émission littéraire sur RMJ. Bonjour à tous, vous êtes sur les ondes de RMJ et aujourd'hui dans le cadre de notre émission Méli-Mélo, nous sommes en compagnie de Joël Nivard afin d'échanger autour de son dernier roman « N'oublie pas de nous dire adieu » qui est paru au mois de mars 2018 chez La Geste Édition dans la collection Le Geste Noir. Bonjour Joël Nivard. Bonjour. Pour la technique, la prise de son, le montage, Christophe Gourcerol est là. Bonjour Christophe. Bonjour à vous deux. Joël Nivard, si vous voulez bien, je vais faire un rapide résumé du début de votre roman. Je ne veux pas tout dévoiler. Puis nous parlerons ensemble de ce que j'en ai pensé, de ce que vous avez voulu y mettre. Alors avec N'oublie pas de nous dire adieu, vous terminez la trilogie que vous avez consacrée au commissaire Varlot. Tout d'abord dans Solo pour une nocturne, puis Sans cible, en 2 mots, chez le même éditeur. Alors venons-en au pitch, comme on dit au cinéma. À quelques mois de la retraite, le commissaire Varlot est dans une phase très pessimiste, autant dans son travail que dans sa vie personnelle. Et en fait, il a peur de vieillir. Il ne sait pas retenir Maude, sa compagne épisodique, avec laquelle il a une relation compliquée. Toutefois, sur le plan professionnel et afin de partir en beauté, comme dit le boss, il va devoir résoudre une dernière enquête. Alors, cette enquête, en fait, va mêler deux événements. Tout d'abord, l'agression d'une caissière dans un supermarché et la grave blessure du vigile. Bon, les voleurs se sont enfuis avec toute la caisse. Et peu après, une tuerie a lieu dans la propriété du Haut-Malabre, gentilhommière, où se réunissent des notables de Limoges pour ce que vous appelez des parties fines. La police va découvrir 11 cadavres nus exécutés à la Kalachnikov. Et 2 femmes sont hospitalisées aux soins intensifs du CHU, en espérant qu'elles puissent se réveiller et dire ce qui s'est réellement passé. Bon, le mobile ici, au Malabre, semble crapuleux, et pourtant les tueurs ont laissé derrière eux des liasses de billets, des bijoux dérobés sur les victimes. Que s'est-il passé ? En parallèle également, le lecteur donc va suivre le parcours de plusieurs personnages très typés. Nous avons Joe, que l'on pourrait résumer à sa façon de vivre, c'est-à-dire Stetson, Label 5, le groupe de rock Les Chaussettes Noires, un 4x4, des gitanes, un ancien chanteur du groupe Rock and Loser. Ce n'est pas anodin, Loser. Non. Bob, nous suivons également, 70 ans, ancien truand et qui est atteint d'une grave maladie. Puis 2 jeunes qui semblent complètement paumés, persuadés que le monde leur appartient quand ils ont un flingue dans les mains. Alors tous ces personnages vont naviguer dans une ambiance sombre, assez poisseuse, les vieux rock'n'roll, l'alcool, la nuit. Et là je vais proposer pour un petit souffle une pause musicale avec Léo Ferré, La nuit. C'est ma frangine en noir, celle que j'appelle bonsoir. C'est un gars qui a son bien dans le bistrot du coin, la nuit. C'est le bourgeois qui se profile sous l'œil des filles de ville, qui croit que c'est arrivé et qui paie pour monter la nuit. C'est cette dame qui s'en va donner sa langue au chat et mêle à ses dentelles la tendresse des gamelles la nuit. C'est un amour qui meurt aussitôt qu'il se fait. C'est 1000 ans de bonheur dans un baiser vite fait. C'est cette môme qui a perdu la seule fleur qu'elle avait et qu'attend dans la rue des fois qu'on la retrouverait la nuit. La nuit. En aparté, avec Maïté Dugès, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ, nous sommes en compagnie de Joël Nivard, à l'occasion de la sortie de son dernier roman, N'oublie pas de nous dire adieu, chez La Geste. Alors Joël Nivard, après le résumé que je viens de faire, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, apporter quelques précisions ?
Non, je crois que vous avez bien résumé l'ambiance générale. Hein, ce personnage de flic donc Varlot, qui souhaite qu'une chose, c'est partir à la retraite, et puis qui va être obligé avec les états d'âme qui vont avec. Hein, la retraite, c'est jamais facile. Et puis, comme vous avez dit, avec le rapport compliqué qu'il a avec sa compagne, et il va donc être mêlé à cette ultime affaire. Ultime affaire qui est terrible quand même, hein. C'est noir. Oui, non, mais bien sûr, mais j'ai jamais, mes univers sont toujours des univers assez sombres, avec des personnages qui ont, disons, beaucoup de mal à vivre, et avec, ils sont un peu perdus, ils sont un peu esquintés, et il faut quand même qu'ils avancent. Vous-même, vous adorez écrire ce genre de texte? Ah oui, moi j'ai pas de... Oui, bien sûr. Hein, mais je pense que j'ai un univers qui est assez sombre. Hein, donc j'aime beaucoup la littérature sombre. Mes références sont toujours plus ou moins des auteurs qui sont de cette trempe-là. J'aime ce cinéma-là aussi, puisque donc le cinéma a beaucoup d'influence sur ce que j'écris. Donc oui, c'est effectivement plutôt mon goût profond. Et en parallèle, est-ce que vous avez voulu quand même dénoncer aussi certains faits sociaux? Est-ce que c'est une dérive de la société? Est-ce que vous avez... Oui, moi j'ai pas de... Je pense que le polar, c'est un des prétextes pour raconter la société et voire la dénoncer, parce que je pense que toute littérature doit avoir un engagement. Alors je dis par engagement au sens large, mais on ne peut pas se contenter que de raconter que la vie est belle et les petits oiseaux... Enfin, je discute pas que ça existe, mais bon, c'est pas moi ma façon de voir l'écriture. Vous aimez écrire les polars noirs parce que ça correspond à ce que vous voyez autour de vous, quoi. C'est le reflet exactement de la société. Je crois que je sais plus quel auteur avait dit, si de toute façon demain il ne restait plus aucun livre et qu'il y ait la fin du monde, si on voulait avoir un regard sur la société, il faudrait prendre des romans policiers. Alors dans votre livre également, nous voyageons beaucoup dans Limoges. Bon, vous connaissez très très bien Limoges, ça on le sent. Le lecteur voyage grâce à vos personnages depuis la gare à la place de la Motte, en passant par les Halles, pour redescendre vers la place de l'Arrêt. Et pour chacun des lieux, vous nous offrez des descriptions très visuelles, très précises, des sortes de photos, des films. Vous parliez de cinéma tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça, on le voit bien quand on connaît. Et en revanche, qu'en est-il de la gentilhommière du Haut-Malabre? C'est un lieu où les bourgeois s'encanaillent et qui empestent l'argent, mais est-ce qu'elle vient de votre imagination? Oui, ça vient il suffit ça vient bien sûr de mon imagination, parce que ça n'existe pas, mais il suffit de sortir un peu de la ville de Limoges, d'encaper les chemins un peu vicinaux, et on voit de très très belles demeures qui sont au fond des parcs. Et voilà, j'ai imaginé que dans un lieu comme celui-ci, pouvait se passer des choses, disons, un peu perverses. Non, mais tout à fait, parce que tous vos personnages, c'est notable, donc qui sont bien en vue dans la ville, sont en fait, ont une deuxième vie qui est qui est quand même qui est un peu plus qui est un peu plus pervers, mais là aussi je n'invente pas grand-chose. Nous avons en politique eu quelques ministres qui se sont, semble-t-il, égarés dans des... Voilà, donc je transpose des choses. Tout à fait, mais ça a été comme ça de tout temps aussi. De tout temps, bien sûr, oui. Non, tout à fait. Mais... Tout à fait, il n'y a pas de... Je calque pas sur la réalité, mais je m'en inspire beaucoup, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors... je souhaiterais revenir sur la construction elle-même du roman et sur l'écriture. Alors, des choses qui m'ont surprise, c'est que les chapitres sont très courts, ça nous permet d'aller vite, ça nous permet d'enchaîner les événements, mais vous ne dites pas tout de suite le nom du personnage dont il est question. Alors, il y a seul à chaque fois un petit indice, une certaine chaussure, une cigarette, qui vont permettre au lecteur de suivre et de comprendre le récit. Alors j'imagine qu'il s'agit là d'une volonté de votre part. Pouvez-vous nous dire ce que ça apporte pour vous au récit ? Je sais pas ce que ça apporte à moi. J'aime bien cette ambiguïté où le lecteur, quand il commence un chapitre,
il sait pas trop de qui il s'agit. Voilà. Oui. Après, je donne les indices qui sont les indices de sa personnalité. Vous faites allusion au premier personnage, enfin. À Joe, qui est un personnage. C'est un marginal. Il vit dans une caravane. On sent qu'il a un passé lourd. Voilà. Donc chaque fois que je l'aborde, je préfère l'aborder avec un peu de ses manies, plutôt que de dire voilà. Joe fait ceci ou Joe fait cela. Oui. Ça, c'est un procédé littéraire, mais j'ai toujours beaucoup de mal avec l'écriture linéaire. D'accord. Bon, je suis toujours plutôt dans une écriture de rupture. On le sent d'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, mais on le sent d'ailleurs à vos phrases qui sont hyper courtes parfois, un mot, deux mots, c'est très saccadé, voire rompu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Tout à fait. Et je vais citer un auteur. C'est un auteur qui disait: moi, je suis plus de la syncope que de la syntaxe. D'accord. C'est Richard Bohringer qui avait dit ça. Voilà. Et moi, c'est vrai que je préfère que la phrase swing, enfin la phrase, si elle est courte, c'est parce que elle est dans un rythme, plutôt que une littérature beaucoup plus linéaire, beaucoup plus où moi je m'ennuie un peu. On a une impression de marche, on a une impression de saccade, d'avancée. Et certaines fois, moi, en tant que lectrice, au tout début, j'ai été un petit peu surprise. Bon, après, il faut s'y faire. Voilà, il faut pénétrer dans votre univers, dans votre écriture, dans vos personnages. Par contre, en alternance, vous avez des moments d'une très très grande poésie. Je vais me permettre de vous citer. À la page 269, vous nous dites, c'est le début d'un chapitre. La nuit n'a pas encore fini d'en découdre avec le jour, mais au fond, derrière les hauts arbres du parc, sous la couverture opaque des nuages, une pâle lueur blêmit, là où point la plaie ouverte de l'horizon. Fin de la citation. C'est magnifique, et là vous nous faites pas du saccadé. C'est très beau, c'est mon procédé de style. Moi, j'aime bien alterner la littérature, parce que voilà, je voudrais pas avoir trop de prétention, mais moi, quand j'écris, j'essaie de faire de la littérature. Oui, mais on le sent bien. Donc je ne me complais pas à raconter qu'une histoire, c'est comment on la raconte, et donc j'ai ces moments-là, ces fulgurances là qui font partie de mon univers. J'ai besoin d'avoir la rapidité de l'image, pour l'image donc cinématographique, et d'avoir en contrepartie ces moments où voilà, je me laisse aller à la beauté des choses. Et est-ce que ça ressemble à de l'apaisement? Est-ce que c'est un moment d'apaisement ou... Parce que même si cette poésie, quand même, on y retrouve les mots en découdre, c'est pas anodin. On y découvre blêmir, plaie. Oui, mais ça reste on reste dans un univers polar, hein. C'est un univers. Oui, tout à fait. Donc c'est l'univers du polar. On peut faire je crois qu'on peut faire de la poésie avec tout déjà. Après c'est le talent des uns et des autres qui fait la différence. Mais on peut parfaitement, même dans des univers très très noirs, avoir des images très poétiques. Ce qui, enfin moi en tant que lectrice, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça nous apaise aussi. Ça apaise le lecteur. Nous allons faire une petite pause musicale et nous allons écouter Les Chaussettes Noires, Oublie-moi. Oublie-moi, je ne suis pas un garçon fait pour toi. Et si jamais ton cœur s'attache à moi, tu souffriras. Oublie-moi, pour un baiser que nous avons cueilli. Je n'ai pas le droit de gâcher ta vie. C'est une folie. Moi, tu le sais, je m'en vais au hasard. Je ne connais que des rêves d'un soir. Le lendemain, sans savoir où je vais, je reprends ma liberté. Oublie-moi, je ne veux pas devoir pleurer demain pour un amour qui ne te promet rien que du chagrin. Oublie-moi, je t'ai blessé en te parlant ainsi. Pourtant un jour tu me diras mais oui, un grand merci. Ne me dis pas que ton cœur est brisé.
m'essaye, je te pleure, tu viens m'embrasser. Je ne veux pas qu'un beau jour toi tu souffres pour moi. Ouais, oublie-moi. Je ne veux pas qu'un beau jour toi tu souffres pour moi. Ouais, oublie-moi. En aparté avec Maïté Dugès, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes toujours sur les ondes de RMJ, nous sommes en compagnie de Joël Nivard et nous parlons autour de son dernier livre, publié à la Geste, N'oublie pas de nous dire adieu. Et pour ne pas faillir à la tradition, Christophe a une question à vous poser. Joël Nivard, Varlot est proche de la retraite, c'est un peu l'heure des bilans de cette société qu'il vit. Parce qu'il les mérite d'un certain côté et les rêves c'est pour la jeunesse, c'est un peu ça le bilan de sa vie. Oui, c'est un peu tout ce qu'on n'a pas pu faire, ce à quoi on est passé à côté. Oui, il en est à ce moment-là. Il traverse cette histoire d'amour. Il sait pas trop ce qu'il va en faire. Non, il fait un bilan de sa carrière. Je crois qu'il dit t'as tout donné à ton métier et rassure-toi, il te rendra rien. Ce qui est quand même un bilan très. Mais c'est un peu le bilan de la vie en général. Mais la noirceur du livre, il est très noir, ce bouquin. Il a l'image de l'état psychologique de Varlot. Oui, non, et je pense que il sait pas du tout où il en est, et il a effectivement une vision de l'avenir qui est très très sombre. Donc oui, c'est peut-être même le livre le plus noir que j'ai écrit. Mais oui, cet univers est terrible, quoi. Est terrible. Tout à fait. Oui, c'est terrible, très noir, et Varlot, on pourrait imaginer qu'il est, je ne sais pas, mais la retraite, enfin, ça dépend pour qui, mais ça peut ne pas être une rupture, ça peut être, ça peut être une continuité, quelque chose qui vers faire des choses qu'on a envie de faire autres. Mais lui, on voit pas. Oui, mais lui, il a jamais vécu autrement que par son métier. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait d'autre que son métier de flic. Et moi, alors dans un autre domaine, j'ai connu souvent des gens qui s'étaient très très investis dans leur métier et qui d'un seul coup, quand ils n'ont plus ce métier-là, ils savent plus quoi faire. Tout à fait. Voilà. Alors il se trouve que moi, le personnage étant dans un univers violent, bon, il aura une tendance à pessimiste de voir les choses, quoi. Ouais. Et du coup, n'oublie pas de nous dire adieu. C'est un livre d'ambiance, hein. C'est une atmosphère, c'est vraiment la nuit, c'est la nuit, c'est la ville, c'est la violence. Oui, c'est complètement c'est pour moi ce qu'on appelle vraiment le roman noir. C'est dans tout ce que ça comporte, il y a tous les thèmes du roman noir et avec assez peu d'issues. Mais pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, si c'est le roman le plus noir de vos écritures, est-ce que vous êtes arrivé au sommet de votre noirceur ou on peut encore aller plus loin? Non, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait. Non, je pense pas qu'il y ait des sommets ou pas. Il se trouve que l'histoire se prêtait à ce que j'aborde ça d'une façon sombre. Mais non, il n'y a pas de. Je sais pas. Je reviendrai peut-être à des choses beaucoup plus légères, Mais voilà, il faudrait. Enfin, je pense qu'il faut. J'espère qu'il y a aussi du plaisir à lire ce livre. On n'est pas simplement sous une chape de plomb très terrible, quoi. Ah non, mais comme je disais tout à l'heure, dans l'écriture, vous avez su doser, certes, par le rythme, par les actions, la violence, et de l'autre côté, la poésie. Moi, je pense que la poésie équilibre. Alors, mon seul regret, évidemment, c'est son histoire d'amour complètement ratée avec Maud. Voilà. Mais qui donne lieu quand même à une très belle scène. Ah c'est magnifique. La très belle scène Et oui, qui va donner le titre du livre aussi. Voilà. Enfin, on ne dit pas tout. Tout à fait. Non, mais c'est elle qui lui dit. C'est elle qui lui dit n'oublie pas de nous dire adieu. C'est beau ça. Ouais. Je trouve aussi. Mais... Oui, tout à fait. Alors, vous parliez tout à l'heure de projets, on va parler de futur. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de ce que vous faites, de ce que vous allez sortir? Oui, j'ai terminé un nouveau roman, donc qui j'espère sortira, parce que j'essaye de rester sur un rythme à peu près de 1 par an. Donc celui-là est sorti en mars. Oui. J'espère que l'autre sortira en mars, qui n'est donc pas un Varlot, qui est un roman aussi, un roman noir, mais alors je ne sais pas s'il sera plus ou moins noir, mais
Mais ça sera un polar aussi. D'accord. Voilà, et puis nous avons, je ne sais pas si on vous en avait parlé, enfin si Franck Finol vous en a parlé, mais on a un projet un peu commun, l'un et l'autre, de faire vivre nos deux flics. Tout à fait, oui. Voilà. Il nous en a parlé à la dernière émission avec... voilà, ça reste un projet qu'on a de ces deux flics qui sont, alors effectivement, tellement opposés. Oui. Voilà, donc ça serait intéressant de faire une rencontre entre les deux. Mais bon, ces deux écritures, ces deux choses, c'est ça. Mais c'est un beau projet et ça fait envie, quoi. C'est un bel exercice de croiser deux écritures. Oui. Il faut bien s'entendre aussi. Oui, mais c'est le cas, donc. C'est le cas avec Franck, on s'entend parfaitement bien. Et si on a eu cette idée-là. Qui n'est pas qu'une idée d'éditeur. C'est ça, voilà. Oui, ça vient de vous, quoi. Oui, tout à fait. Il y a un moment quand on voulait faire quelque chose en commun avec des personnages très opposés, voilà. Oui, c'est vrai que Dumontel et Varlot, ils ne sont pas les mêmes. Et alors, parlez-nous du théâtre aussi, parce que... Oui, du théâtre... Vous avez une actualité théâtrale. Voilà, qui est finie maintenant, mais oui, on a une pièce qui s'appelait Polar, donc avec la collaboration de Christophe, qui a été forcément très très bien accueilli. Tout le monde lui dit, mais bien, qui c'est ce journaliste qui intervient. Donc ça s'est très très bien passé. Moi je faisais plutôt des polars, je faisais plutôt du théâtre, comme des pièces comme les Chroniques du Trolley qui se passaient à Limoges, qui étaient plutôt légères et plutôt comiques. Et là donc c'est une pièce c'est une pièce policière, alors qui est beaucoup moins sombre que peut l'être le livre, mais voilà, qui est sur une enquête et très cinématographique aussi. On a essayé de faire une ambiance très 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 cinéma et ça a été très très bien accueilli. D'accord. Et vous l'aviez représenté Donc on l'a représenté au mois de mars. C'est ça. Voilà, au mois de mars, une semaine à Noriac. Après on a joué à Aix et nous avons des projets pour l'automne. Mais je ne saurais pas vous dire. Voilà. Mais elle sera reprise de toute façon. Parce que moi j'ai quelques questions d'auditeurs qui nous disent mais quand va-t-il sortir de Limoges et venir voir un peu comme ça dans la campagne, qu'on puisse profiter de cette pièce. Oui, mais ça sera avec plaisir. Mais après, parce que bon, nous on est une structure amateur, donc. Mais bon, c'est compliqué pour des municipalités de faire venir. Faut trouver une association. Voilà. Même si. Nous n'avons pas de cachet déraisonnable, c'est juste courir les frais. Après avoir écrit le polar, après l'avoir fait parcourir comme ça des pages et des pages, le voir sur scène à travers des personnages, c'est jouissif, perturbant, c'est perturbant parce que moi j'écris le texte mais une fois que le texte est écrit, je le redonne donc au metteur en scène et je n'interviens pas du tout et je vois après le travail quand il est fini. Ce qui fait que ce qui est perturbant, c'est que des scènes que moi j'avais vues avec imaginé. Voilà, oui, et d'un seul coup. Et alors c'est tout l'intérêt aussi d'avoir un metteur en scène, c'est-à-dire qu'il va s'approprier le texte, parce que bon, sinon c'est moi j'écris, je fais la mise en scène et je fais tout. Donc c'est pas le cas. Mais pour revenir à la question initiale, c'est un peu perturbant parfois. Et ça, on rebondit sur Franck Linol qui nous parlait de son personnage repris en bande dessinée. Lui aussi, ça le perturbait un peu de voir le personnage comme ça sous trait. Bien sûr, oui, tout à fait. Non, c'est. Et c'est le problème aussi du lecteur qui s'imagine. Lui, quand on lit un livre, évidemment, on se fait nos propres images. Et après, quand on le voit ou au théâtre ou au cinéma, ça peut être terrible, la déception. Ou le côté agréable. Alors moi, si j'ai commencé par bien aimer un livre, en général, je vais pas voir le film. Moi non plus. Alors des fois, j'ai vu les films avant, ça m'a donné envie de lire le livre. Voilà, dans le sens inverse. Voilà. Mais si j'ai bien aimé un livre, je vais pas le voir au cinéma. On a peur d'être trompé dans les images. Oui, tout à fait. Bien, mais je crois que l'émission arrive à son terme. Grand merci Joël Nivard d'être venu dans nos studios de RMJ. C'est toujours avec plaisir. Merci. Merci Christophe pour la mise en onde. Merci. À bientôt à tous nos auditeurs et surtout n'oubliez pas que Joël Nivard a sorti un dernier livre à la Geste, collection Le Geste Noir. N'oublie pas de nous dire adieu. Alors nous allons nous quitter en écoutant Otis Redding, Stand By Me. When the night has come
star in the moon is the only light we've seen. No, I won't be afraid. No, 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 I won't be afraid. Just as long, just as long, just as long as you stand by me. Now, darling, darling, whenever I'm in trouble, darling, won't you stand? I need just a little helping hand right now. And darling, darling, won't you stand by me? If the sky you look upon me should tumble and fall, all of the mountain may crumble to the sea. I won't cry, I won't cry. No, 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 I won't shed no tears. Just as long, just as long, just as long as you stand by me. Now, darling, darling, I said I need somebody, man. I need just a little helping hand. Need someone to come pick me up and let me stand by me. Come on now, baby. Yeah. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ.